Bonjour François Patria, je vous en prie, installez-vous. Vous êtes sénateur de la Côte d'Or, président du groupe RDPI Renaissance, ici au Sénat. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale, représentée par Fabrice Vesser-Redon du groupe EBRA, les journaux régionaux de l'Est de la France. Bonjour Fabrice. Bonjour Oriane, bonjour François Patria. Bonjour. François Patria, les tracteurs étaient donc de nouveau de sortie hier, notamment devant l'Assemblée nationale. La colère des agriculteurs et qui ne retombe donc pas. Est-ce que c'est l'échec d'Emmanuel Macron et de ses gouvernements de ne pas réussir à endiguer cette colère agricole depuis plusieurs mois? Attendez, ça fait plusieurs dizaines d'années que je fais de la politique, ça fait plusieurs dizaines d'années que j'ai les agriculteurs devant ma porte, à mon domicile. Les manifestations agricoles, j'en ai connu du temps même du président de la FNSEA, du quota laitier, j'ai connu toujours. Donc, aujourd'hui, je pense que, d'abord, ce gouvernement, et sous ces deux septennats, des quinquennats d'Emmanuel Macron, je crois qu'on n'a jamais pris autant de mesures profitables à l'agriculture. Hein. Je vous prends un exemple, l'assurance récolte, sur les retraites, j'en prends deux comme ça. Bon, prises pour faciliter les travaux agricoles. Aujourd'hui, cette colère-là, je la justifierai un peu, parce qu'elle est l'illustration de ce qu'on ne saurait pas faire quand on veut supprimer des normes. Je m'explique. Tout le monde dit qu'il y a trop de normes. Dans ce texte, on passe enfin à l'action. Au lieu de dire il y a trop de normes et ne rien faire, enfin, on supprime des normes qui s'imposent au monde agricole, qui aujourd'hui croulent sous les normes. Vous savez, j'ai des amis agriculteurs, je sais les difficultés qu'ils ont à rencontrer, à faire la paperasserie, à obtenir, etc., à obtenir le moyen de production de l'Europe, etc. Et je vois que, parce que cette fois-ci, moi j'ai soutenu un texte, c'est pas l'habitude de soutenir un texte voté par les Républicains, naturellement, c'est clair. Là, en l'occurrence, on parle bien entendu des molécules insecticides aujourd'hui, mais il y a quand même beaucoup d'autres mesures dedans qui doivent avancer. Et ce que je pense, c'est que la méthode qui a été retenue à l'Assemblée nationale est celle d'une évidence, parce que le Parlement, sous le nombre d'amendements qui se multiplient par 2, par 3 en volume à chaque législature, empêche vraiment de légiférer sereinement. Donc pour vous, c'est pas une mauvaise méthode qui est faite au Parlement, que les députés ne puissent pas débattre de ce texte? Ou la semaine prochaine, en commission mixte paritaire, ou dans 10 jours, les deux commissions, celle du Sénat et celle de l'Assemblée nationale, j'ai vu les travaux à l'Assemblée nationale, qui sont plutôt positives et qui permettront, je crois, d'arriver à un accord, sont de nature à faire en sorte qu'on tombe sur un texte qui soit acceptable et qui fasse avancer les choses. Pour vous, il y aura un accord sur ce texte? Vous êtes confiant là-dessus? Moi, je pense que sur la base du travail qui a été fait en commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale, je trouve qu'il y a les voies d'un accord sur ce texte. Et vous défendez la méthode de la motion de rejet? Pour vous, c'est pas une mauvaise manière faite aux députés de ne pas pouvoir débattre sur un tel texte? Non, mais quand on met 3500 amendements, c'est qu'on ne veut pas débattre. Quand on déplace des virgules, qu'on remet des mots, qu'on fait des sous-amendements, c'est qu'on veut faire de l'embouteillage, c'est-à-dire qu'on veut faire du blocage du texte. Et bien, écoutez, je crois que les écologistes, là, et même LFI, ont été pris à leur propre piège. Ils en ont fait tellement qu'ils ont découragé tous les parlementaires de dire ce débat qui peut s'enliser pendant 8 jours sans avancer, eh bien écoutez, faisons en sorte que le Parlement en débatte dans de meilleures conditions et mieux. Sur le fond, la loi portée par votre collègue de Haute-Loire, Laurent Duplon, vous convient-elle? On rappelle qu'elle est faite pour faciliter l'exercice du métier d'agriculteur. Est-ce qu'elle vous convient sur le fond, cette loi? Oui. Je vous dis franchement, cette loi, je vous l'ai dit, je n'ai pas toujours été d'accord, et loin de là, je me souviens du temps où je m'opposais à François Guillaume, aux Républicains et à d'autres. C'est l'histoire ancienne, mais il y en a eu beaucoup ensuite. Hein. Je me souviens même de Michel de Baptiste, vous vous rendez compte, c'était à l'époque de 74. Mais là, en l'occurrence, je crois que pour ce qui est des zones humides, pour ce qui est aujourd'hui des mesures pour pouvoir retenir de l'eau, je pense celle-là, pour demain même traiter dans les cas où on n'a pas de solution. Vous savez que l'adage, maintenant, c'est pas de suppression sans solution. Et sur pas d'interdiction sans solution. Pas de solution. Donc aujourd'hui, moi j'ai chez moi, tout à l'heure, mon collègue et mon ami parlait de ce sujet de façon tranchée. Vous aviez parlé de l'endive ou de la betterave. Moi chez moi, la Bourgogne, en petite terre, le moyen de production, la production essentielle pour le monde agricole, c'est le colza. Depuis qu'on n'a plus de molécules, on ne peut plus produire de colza. On importe du colza, du crène, d'Europe centrale, de partout, qui est traité sans problème. Il y a quand même un sujet sur les insecticides, notamment tueurs d'abeilles. C'est celui-là que j'évoque. Oui, sur ce point, on est quand même face à une régression. C'est-à-dire que la France, une fois de plus, a voulu surtransposer avant tout le monde. Surtransposer. Mais encore, on arrive aujourd'hui à des différences de traitement. Mais est-ce que ce n'est pas une bonne chose d'être pionnier en matière environnementale? Oui, mais si on veut demain que la France ne soit plus une puissance exportatrice,
Si on veut demain ne plus avoir l'autosuffisance alimentaire, si on veut demain importer, en plus, au-delà d'apporter maintenant des matériels chinois, d'apporter d'Europe des produits agricoles qu'on produit français, parce que l'utilisation de ces produits, elle se fait dans des conditions extrêmement serrées. Il y a des heures pour traiter, il y a des moments de l'année où on ne traite pas. Je crois que c'est dangereux. Donc, penser qu'il est répondu comme ça de façon systématique, c'est méconnaître la réalité des choses. Et en l'occurrence, je pense que d'abord on trouvera des solutions, on en a toujours trouvé. Il faut que la recherche avance, il faut aider la recherche aujourd'hui, mais ne pas laisser des agriculteurs désarmés face à une concurrence qui devient totalement déloyale. Mais pour vous, il n'y a pas quand même un recul environnemental? Non, mais non. À réintroduire même temporairement ces néonicotinoïdes? D'abord, dans le texte, il n'y a pas que ça. Donc, je ne dis pas que sur ce texte-là, on n'arriverait pas à un accord en commission mixte paritaire. Donc, ne préjugeons pas de ce qui peut arriver, ce que je souhaite par ailleurs, en l'occurrence, je donnais la... Mais vous souhaitez que cette mesure elle soit maintenue dans la commission mixte paritaire, la réintroduction de ce néonicotinoïde? Je pense que sur ce sujet, il peut y avoir un accord en commission mixte paritaire. Donc pas forcément la réintroduction de l'acétamipride? Comment? Pas forcément la réintroduction de ce néonicotinoïde? Possible. Je ne sais pas. Je n'ai pas vu là aujourd'hui quelle est la réalité des négociations qui sont avancées. Mais je dis que sur ce sujet, il n'est pas impossible qu'on y arrive. Il y a beaucoup d'autres sujets dans le texte, beaucoup d'autres. Il y a 7, 8, 10 mesures qui sont de nature à simplifier la vie du monde agricole aujourd'hui, qui en a besoin. Mais sur le néonicotinoïde, quel est votre idéal d'accord? Non, mais juste quel est votre idéal d'accord? Est-ce que vous souhaitez qu'il soit réintroduit? Est-ce que vous souhaitez qu'il ne soit pas réintroduit? L'idéal, ce serait qu'il soit réintroduit de façon momentanée, tant qu'on n'a pas trouvé de solution. Je dirais ça aujourd'hui. Oui, momentanément, avec des conditions d'utilisation très rigoureuses, je penserais que ce serait mieux. Voilà. Un dernier mot sur ce sujet, puisque après la motion de rejet, le vote de la motion de rejet, la France Insoumise a dit qu'elle voulait déposer une motion de censure. Elle dit que c'est un 49.3 déguisé. Comment vous réagissez à ça? Écoutez, la France Insoumise a pour méthode l'injure, les vociférations, l'exagération et le blocage. Elle déposera une motion de censure. Dans les conditions actuelles, telles que je vois le débat engagé, elle n'a aucune chance de passer. Sinon, une nouvelle fois, à semer le désordre, le chaos, à inutilement retarder des débats parlementaires, parce que dans le même temps, vous savez qu'il y a peu de temps gouvernemental pour faire passer des textes que nous voulons continuer à réformer et passer des textes, donc ce sera une perte de temps inutile, mais on le passe. Une dernière question sur le sujet. Vous évoquiez il y a une minute les actions des derniers gouvernements à l'égard de l'agriculture. La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, est de votre grande région, Bourgogne-Franche-Comté. Vous pensez qu'elle a la bonne méthode avec les paysans français? Écoutez, je l'ai vu à la rencontre des syndicats agricoles, je l'ai vu sur le terrain. On peut dire qu'elle est, vis-à-vis parfois des excès du monde agricole, assez désarmante. Je crois qu'elle a pris des positions que je ne partage pas toutes, mais sur l'essentiel des points qu'elle a eu à traiter depuis qu'elle est en fonction, je ne considère pas qu'elle ait commis de faux pas particuliers. Arnaud Rousseau qui annonce ce matin, le patron de la FNSEA, suspendre la mobilisation, après je le cite, la bonne nouvelle, qui est le rejet de la loi Duplon, qui va donc poursuivre son travail parlementaire. Comment vous réagissez à cette suspension de la mobilisation? Écoutez, je pense que les agriculteurs, le monde agricole, je ne suis pas toujours d'accord avec la FNSEA, sachez-le bien. En l'occurrence, ils avaient compris que sans action, le texte allait s'enliser. Or, il y a des mesures dans la loi qui a été votée au Sénat dont les agriculteurs ont besoin. Donc ils ont eu raison de faire cette forme de pression vis-à-vis des députés? Il n'y a pas eu de manifestation violente, il n'y a pas eu de blocage important, il y a eu une vraie visibilité, une montée en pression. Je pense que les parlementaires auraient compris sans cette mobilisation. Ils l'auraient fait. Mais, en fin de compte, les oppositions extrémistes aujourd'hui, dans lesquelles je mets les écologistes, bien entendu, dans ce texte, eh bien, se sont elles-mêmes tirées une balle dans le pied. On va parler d'une autre mobilisation, Fabrice. C'est celle des taxis qui se mobilisent un petit peu partout en France. Est-ce que, alors, les VTC, le transport des patients, est-ce que vous comprenez leur mobilisation, leur combat? Je comprends leur colère compte tenu de ce qu'ils considèrent comme des concurrences déloyales avec les VTC, où la loi n'est pas toujours appliquée. Je pense que l'essentiel de leur revendication est là. Parce que sur la Convention, 180 millions, je crois, aujourd'hui, je ne vois pas qu'il y ait vraiment de blocage ultérieur. Ça fait aussi partie de leur revendication, la nouvelle Convention qui modifie les règles du transport sanitaire. Oui. François Bayrou dit qu'il va la retravailler dès aujourd'hui. Pour vous, il y a un recul du gouvernement? Non, je ne sais pas ce que... J'ai vu le Premier ministre hier soir. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Moi, je lui ai dit, il n'est pas question de reculer sur ce sujet. Et lui, que vous avez dit pas question. Alors, il dit, ne traitons pas les choses brutalement.
Il ne faut pas dire a priori des choses, il faut dire, voilà, on va en discuter, mettons sur la table, je crois qu'il a eu raison de le dire, peut-être de faire comprendre au monde du taxi qu'aujourd'hui, les dépenses de transport sanitaire débordent largement et qu'il y a dedans des excès, certainement, pas toujours, mais il y en a. Donc, parce que si on ne peut pas faire d'économie sur ce sujet, on n'en fera sur rien. Donc moi, je propose à la fois sagesse et fermeté. Ok, discutons, mais ne reculons pas, parce que si on recule là, je ne vois pas comment on pourra ensuite faire des... Donc il a eu tort de dire qu'il allait retravailler cette convention ? Non, je m'en suis expliqué longuement avec lui hier soir. Il a dit, je ne suis pas pour le blocage, je ne suis pas pour l'affirmation immédiate comme ça, blocage, je suis pour la négociation. Et on va travailler sur le problème de la concurrence avec les DTC, et je pense que pour le reste, on y aboutira. Voilà. Non mais, j'ai bien compris hier soir qu'il a affirmé hier soir qu'il n'y avait en aucun cas, il a raison, on l'explique comme ça, l'affirmation qu'il a faite, c'est qu'il n'y avait aucun recul sur le domaine des économies demain. Donc il n'y aura pas d'économie supplémentaire, il n'y aura pas de modification à cette convention ? Elle peut être améliorée, bien entendu. Il peut y en avoir... J'imagine pas qu'il y ait plus d'économies dans ce domaine aujourd'hui, mais qu'il y en ait. J'imagine pas non plus qu'il y en ait moins. D'autant que ça tombe au moment où la Cour des comptes avertit d'un risque de liquidité de la sécurité sociale en 2027 en raison du dérapage hors de contrôle de ses dépenses. Comment il faut réagir face à ça ? Je crois qu'il faut remettre tout sur la table. Il y a dans les dépenses aujourd'hui de santé, vous avez vu que c'est peut-être 24 milliards supplémentaires. Donc, ce problème se posera à tous les gouvernements successifs si celui-là devait échouer dessus. Quel que soit le gouvernement, il aura les mêmes problèmes. Donc il faut, qu'on le veuille ou non, prendre des mesures courageuses et regarder les choses. Il y a des économies qu'on peut faire dans le domaine de la santé. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de supprimer des lits d'hôpitaux ou du matériel ou de la recherche. Il s'agit, dans un certain nombre de domaines aujourd'hui, d'actes redondants, d'actes inutiles, de prise en charge différemment. On peut faire des économies et il faudra faire des économies dans ce domaine demain. Donc je crois qu'il faut remettre tout vraiment sur la table. Moi, j'en parle souvent avec des médecins, avec des professeurs hospitaliers, avec des infirmières, avec des kinésis, avec tout le monde. Il y a moyen aujourd'hui, sans toucher aux revenus du monde agricole ou là, au monde médical, il y a moyen aujourd'hui de faire des économies. Hors de contrôle, dit la Cour des comptes. Oui. Hors de contrôle. C'est un sujet récurrent depuis 30 ans. Quand vous le dites comme ça paraît simple à résoudre. Il faut faire des économies, il faut être courageux, il faut... Mais écoutez, pourquoi ça ne se traduit pas dans le domaine social, dans les dépenses santé, vous avez vu que le tableau qu'a présenté le chef de l'État, quand on dépense 1 000 € d'argent de l'État, il y a 580 € qui vont dans le social et dans le médical. 580 €. On est le pays qui protège le plus en Europe et avec parfois pas de meilleurs résultats que dans d'autres pays. Donc, il y a bien quelque part aujourd'hui, vous savez, quand l'ARS veut faire des économies, tous les élus s'élèvent contre. Quand on dit qu'on va fermer une maternité qui met pas les parturientes en danger quelque part, tout le monde s'élève contre, les élus se mobilisent aussitôt. Donc, je crois qu'il y a des économies à faire, non pas de fermer des établissements partout, c'est pas ce que je veux dire. Il faut qu'il y ait de la proximité, j'habite en milieu rural, je sais ce que c'est que l'éloignement et que les déserts médicaux par ailleurs. Mais on peut se prendre en charge aujourd'hui de façon plus intelligente et moins onéreuse. Tous les professionnels de la santé vous le diront. Autre sujet, les députés votent aujourd'hui sur les textes sur la fin de vie. Est-ce que vous pensez que celui sur l'aide active à mourir sera voté ? Je pense oui. Je pense oui. Je pense que ce texte, le débat a été dépassionné à l'Assemblée. Il a été mené de façon, je crois, rigoureuse et dans le même temps apaisée. Et on aboutit, certes, à 2 textes. Moi, j'aurais préféré un seul texte. Mais sur la mesure phare qui était celle de la décision, la collégialité entre les médecins, je crois, a apporté le grain qu'il fallait pour mettre un peu d'huile dans les rouages. Ça veut dire que la version de l'Assemblée vous convient ? Moi, je voterai la version de l'Assemblée aujourd'hui. Vous pensez qu'elle passera au Sénat ? Au Sénat, je pense que la liberté de vote est donnée par tous les groupes. Et je pense qu'au bout du compte, cette loi peut passer. Effectivement, il y aura des gens qui, chez les Républicains, ceux qui voteront pour. Oui. Donc il n'y aura pas besoin d'un référendum ? Puisqu'Emmanuel Macron a dit référendum en cas de... Je ne suis pas très chaud des référendums. Vous ne voulez pas de référendum sur la fin de vie ? Ou pas de référendum en général ? D'abord, celui-là, c'est peut-être le seul qui pourrait passer par rapport à d'autres. Donc, mais le référendum pour une question binaire, moi je trouve que le seul que j'ai vu référendum aboutir, c'est celui de Michel Rocard sur la Nouvelle-Calédonie. 90%. Posait pas de problème à l'époque. C'est le seul référendum. Tous les autres référendums... Sinon, il prend un risque, Emmanuel Macron. Comment ? Il prend un risque, Emmanuel Macron. Je ne sais pas sur quoi il le prendra. Si c'est un référendum à plusieurs questions, ça n'est plus un référendum, parce qu'on ne répond pas par oui ou par non, on répond aux questions.
c'est plutôt une consultation. Donc, c'est une consultation, pourquoi pas? Autre sujet, Bruno Retailleau a dévoilé hier l'organisation qu'il souhaite mettre en place pour s'attaquer aux écosystèmes islamistes. C'est ce qu'il dit, promet une meilleure organisation de l'État, un chef de file en matière de renseignement. C'est la bonne méthode? Là, je pense que Bruno Retailleau, qui veut s'avancer, je l'entends bien, je comprends, il a gagné de façon un peu triomphale la semaine dernière, qui veulent exister, que tout le monde veuille exister aujourd'hui. On voit bien les arrière-pensées par ailleurs. Pour vous, c'est de la politique politicienne avec ce rapport? J'ai dit la semaine dernière sur votre antenne que les mesures qu'il proposait ne me choquaient pas, mais qu'elles étaient sans doute insuffisantes. Je crois que sur ce domaine, il y a besoin, non pas de décision unilatérale venant seulement du ministre, mais qu'il y a besoin d'une concertation, à la fois à l'intérieur du gouvernement et avec l'Élysée. L'Élysée est plus exigeant sur ce sujet en disant les mesures proposées ne sont pas à la hauteur de l'enjeu. Donc, ils proposent des mesures aujourd'hui. Je ne les connais pas, donc discutons-les, je les ai lues entre les lignes. Mais discutons-en, voyons si elles peuvent être efficaces, pesons le pour et le contre de ces mesures, et voyons après. Qu'elles viennent unilatéralement comme ça, que chacun fasse sa déclaration dans son ministère. Donc pour vous, il fait ça à des fins politiques? Il faut que les ministres aujourd'hui ne restent pas... C'est plus le président des LR que le ministre de l'Intérieur? Non, je pense que Bruno Retailleau a aujourd'hui une double mission. Il a d'abord à prendre des mesures efficaces dans un contexte qui est difficile, et difficile partout. Regardez ce qui s'est passé encore en Angleterre, ce qui se passe en Allemagne, partout, tous les jours aujourd'hui. Donc le contexte n'est pas franco-français, il est mondial aujourd'hui. Donc il a besoin de montrer que les mesures qu'il prend sont efficaces, et puis il a besoin de montrer à ses troupes et à son parti qu'il est actif, et qu'il est à la manœuvre, et qu'il peut très bien être à la fois un chef de parti et un chef de gouvernement. Il a cette double tâche. Donc ça l'entraîne à prendre des positions, pas quotidiennement, mais souvent, qui mesurent d'être mises à l'aube de la discussion, de la concertation, avant d'être annoncées vraiment. Vous diriez la même chose de Gabriel Attal? Je dirais que Gabriel Attal, il n'est pas ministre d'abord, aujourd'hui. Il est chef de parti. Et quand on est chef de parti... Sauf que lui aussi, il fait des propositions de son côté qui ne sont pas forcément concertées. Si un chef de parti ne fait pas de proposition, on dit à quoi sert le parti? Le parti, il est là pour nourrir le débat d'idées et faire des propositions. Je ne partage pas toutes les analyses. J'entends bien que... Sur l'interdiction du voile, par exemple, ce qu'il a dit hier dans ses propositions ne me choque pas vraiment. Il y en a peut-être qu'elles gênent à l'intérieur du mouvement, chez nous. Mais le fait... Vous soutenez l'interdiction du voile au moins de 15 ans? Moi, je pense qu'aujourd'hui, quand on est attaché aux libertés, défendre la liberté, c'est protéger... Quand on veut protéger les enfants contre, j'allais dire, l'autorité dans ce domaine, ou la volonté des parents, je pense que tout ce qui peut... D'ailleurs, dans les 10 mesures qu'il a proposées hier, il y en a 4 qui protègent les enfants. Donc moi, quand on veut protéger les enfants, j'ai dit que sa position sur le voile pour les mineurs, moi, j'étais pas choqué. Ça a choqué certaines ministres, anciennes ministres. Moi, ça ne m'a pas choqué parce que je pense... Vous avez compris ces arguments? Vous savez, j'aime beaucoup Elisabeth Borne. Non seulement c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps, soutien, on peut être en divergence sur ce point-là. Je pense que la protection des mineurs, le fait qu'ils puissent voir des médecins 2 fois avant leur majorité, le fait qu'il y ait plus de prévention pour eux, tout ça ne me choque pas. Pour les polices municipales, ça ne me choque pas non plus. Pour les polices municipales, demain que dans les villes de plus de 10 000 habitants, il y a une police municipale qui a les moyens d'interpeller, qui a les moyens de se défendre, nous dira, compte tenu de la violence d'aujourd'hui, je vois bien, ça ne me choque pas. Donc, il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de course à l'échalote derrière les Républicains en la matière. C'est pas du tout sur le même terrain. Pour vous, il n'est pas en train de faire pencher Renaissance trop à droite, est-ce que des mesures de protection de liberté telles que là sont des mesures de droite? Moi, tout ce qui concerne aujourd'hui la protection, la lutte contre la criminalité, la lutte contre le narcotrafic, la lutte contre l'entrisme musulman, ce n'est pas des mesures de droite. Ce sont des mesures dont la France a besoin aujourd'hui pour lutter contre les phénomènes de violence, d'entrisme et de menaces qu'il y a sur la société. Est-ce que votre parti a trop tardé à s'emparer de ces questions, comme il a semblé le regretter dans son interview au Parisien? Moi, je ne dirais pas ça. Le parti a eu depuis le début, à soutenir l'action du gouvernement contre tous les partis réunis dans ce pays, contre tout le monde. Je l'ai bien vu ici au Sénat, quand même, à chaque fois, à droite comme la gauche, contre le macronisme que je défends et qui survivra. Là, je vous dis, je pense... Ah ben justement, voilà. Justement, je voulais vous en parler parce que vous avez réagi au propos de Sophie Primas, la porte-parole du gouvernement, qui évoquait la fin du macronisme, notamment à l'occasion de l'élection de Bruno Retailleau à la tête des LR. C'est quoi, après Macron, le macronisme, en fait? Mais d'abord, qu'est-ce que c'est que le macronisme? Le macronisme... moi, je me souviens, quand j'ai vu Emmanuel Macron, bien avant, parce qu'il soit candidat, rappelez-vous quand même qu'Emmanuel Macron n'est candidat qu'en novembre 2017. Avant, on ne parle pas de candidature. 2016.
2016. On ne parle pas, on peut dire qu'on est à 5 mois de l'élection. Aujourd'hui, on est à 2 ans de l'élection. Et tous les petits chevaux essayent aujourd'hui d'avancer leur pion pour aller sur la course. Donc aujourd'hui, je crois que la politique de l'offre, la valeur travail, l'attachement aux libertés, la lutte contre les grandes menaces qui nous aujourd'hui, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre le changement climatique, la lutte aujourd'hui pour le numérique, tout ça, ça fait partie d'un corpus développé par Emmanuel Macron au cours de sa campagne et qui reste d'actualité, qui restera d'actualité demain. Le fait déjà qu'on parle de macronisme, ça veut dire qu'il y a autour qu'il y a une philosophie et que cette philosophie, elle survivra. Oui, et qui avec qui? C'est qui l'héritier? Emmanuel Macron. L'héritier du macronisme, c'est Emmanuel Macron? Un petit côté giscardien dans ce que vous dites là. Non, mais ça veut dire que vous, en 2027, il ne peut pas se représenter, mais pour vous, il reviendra après. En 2032, il reviendra. Là, je vais rejoindre Elisabeth Borne, qui a dit que les idées et le corpus idéologique porté par Emmanuel Macron, on se battra tous pour qu'ils poursuivent. Moi, je me battrai à temps limité, compte tenu des politiques. Mais qu'on se battra pour que les idées qu'il a portées, je vous l'ai dit, celle de la politique de l'offre, de la valeur travail, qu'on avait perdu. La politique de l'offre, on était sur une politique keynésienne. On a toujours pensé que par la consommation, on allait relancer l'économie. Ça ne fonctionne pas aujourd'hui. La lutte pour la liberté, pour sortir les gens des situations où ils sont aujourd'hui, pour que le travail paye mieux, eh bien, ça fait partie, je pense ça comme des exemples concrets pour que les gens comprennent bien, toutes les idées qu'a développées Emmanuel Macron et qui ont réussi en matière aujourd'hui de chômage, en matière, vous savez, dans le domaine de la recherche, de l'innovation, on a fait des bons en avant en mettant des moyens et dans l'investissement. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle de la dette. Mais est-ce que France 2030, il ne fallait pas le faire? Est-ce qu'il ne fallait pas soutenir les Français quand il y a eu le choc énergétique, quand il y a eu la Covid? On l'a fait, quand on a eu les Gilets jaunes, on l'a fait, bien sûr. En fin de compte, les Français ont été mieux protégés que d'autres pays. Et vous savez, en matière de chômage, moi je ne suis pas pour la méthode espagnole, mais en Espagne, ce sont les socialistes qui gouvernent. Vous savez comment ça fonctionne, le chômage en Espagne? Vous avez 6 mois de chômage et au bout de 6 mois, c'est 500 €. Vous n'êtes pas favorable à la méthode, mais vous nous l'expliquez quand même. Non, mais je vous dis quand même que quand les socialistes vont nous donner aujourd'hui en disant qu'on traite mal les travailleurs, alors que un dernier mot justement, puisque moi je regrette par exemple qu'on ne soit pas allé jusqu'au bout sur la réforme de l'assurance chômage. Maintenant c'est difficile parce que le contexte est difficile, il faudrait le faire malgré tout ça fait partie des réformes qu'il faudra faire pour pouvoir demain régler le problème. Un dernier mot sur le PS puisque vous en venez, il y a leur congrès qui commence aujourd'hui, premier vote des adhérents. Quel regard vous portez sur ce congrès? Vous voteriez qui, vous, si vous étiez encore au PS? D'abord, vous savez, moi, c'est pas moi qui ai quitté le PS. C'est le PS qui a dit, à partir du moment où je soutenais Emmanuel Macron, que j'étais, je me souviens... C'est le PS qui vous a quitté. J'ai dit, je me mets en marge du PS et je me mets en marge derrière Emmanuel Macron. Je ne le regrette absolument pas. Aujourd'hui, quand je vois les turbulences qu'ils ont eues, les alliances qu'ils ont menées, je pense que le choix d'Olivier Faure d'avoir fait une alliance sans discussion avec LFI a été un choix mortifère pour le parti. Je crois qu'aujourd'hui, et quand je vois l'élection de dimanche dernier à Chalon-sur-Saône, le PS renaît un peu de ses cendres aujourd'hui, il n'avancera que s'il se détache vraiment de l'extrême gauche, et des gens qui aujourd'hui conduisent la France au chaos et à la régression. Donc, vous auriez voté qui? Je pense qu'aujourd'hui, la position de M. Meyer-Rossignol, qui dit qu'il faut une rupture totale avec LFI, me paraît plus juste. Merci François Patria. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci Fabrice. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous. Merci. Passez au Club des Territoires.